Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 8h37. Et voici sur Europe 1 la revue de presse. Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et Bonjour. bonjour à tous. Aujourd'hui dans vos journaux, on chasse l'élu indélicat. Le Parisien aujourd'hui en France, la cagnotte cachée de la République. Ce sont ces 150 millions d'euros que se répartissent en toute discrétion certains parlementaires pour leurs actions locales. Le Figaro Magazine, les folies de nos élus. Donc ces projets pharaoniques ou ces politiques clientélistes qui expliquent la hausse des impôts locaux. Alors ça tombe bien pour le magazine, la plupart des collectivités territoriales sont gérées par la gauche. Et puis il y a ce sujet très sensible, évidemment, que l'on retrouve dans de nombreux journaux ce matin. Oui, ce matin, je voudrais vous inciter en fait à les ouvrir, ces journaux, parce que vous y trouverez ce que seule la presse écrite peut vous donner, c'est sur l'euthanasie. Mardi, le professeur Sicard remettra à François Hollande son rapport sur la fin de vie. Libération y consacre sa une. La mort en débat, et La Croix aussi, fin de vie, libre parole. Alors dans La Croix, ce sont des anonymes qui ont participé au débat citoyen organisé par Didier Sicard et l'on y retrouve toutes les questions que se pose tout simplement quiconque veut bien affronter en face l'éventualité de sa propre mort. Donc l'une parle de ce moment où l'on ne s'appartient plus, où l'on devient la propriété des soignants. L'autre interroge: vous dites qu'il faut aider au suicide une personne en grande souffrance psychique qui le demande, mais est-elle vraiment libre? Des propos qui traduisent en fait notre angoisse devant une souffrance et une mort qui ne sont plus rendues acceptables par la croyance en un Dieu. Dans Libération et dans Le Monde, ce sont des textes de médecins, de philosophes, de sociologues, comme le texte de Pierre Lecause, professeur de philosophie à la faculté de médecine de Marseille, dans Libération, qui pointe les demandes ambivalentes des patients. François Hollande, dit-il, a été taxé d'hypocrisie pour avoir évité de prononcer le mot euthanasie. Mais ce n'est pas son discours qui est flou, ce sont les situations. La loi, dit-il, ne traitera jamais les cas particuliers. Dans Le Monde, Maurice Toubiana, ancien cancérologue de 93 ans, raconte la vieillesse, la peur de la déchéance. Mais Vianney Mourmand, médecin dans l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital Lariboisière, interroge: qui parmi les 92% de Français souhaitant la légalisation de l'euthanasie connaît la loi Leonetti, ce qu'elle apporte comme solution pour soulager ses souffrances? Qui parmi eux a réfléchi à ce qu'est une obstination raisonnable? Il dénonce surtout la tentation de déléguer à un professionnel la responsabilité de donner la mort. Alors à la lecture de ces textes, on comprend que le débat ne doit surtout pas se réduire à des slogans réclamant d'un côté la fin de l'hypocrisie ou de l'autre le respect de la vie. Dans une société qui refuse la mort, qui craint de plus en plus toute déchéance et toute faiblesse, le débat est biaisé s'il n'entre pas dans les détails et s'il n'assume pas la contradiction de chacun. Oui, c'est ce que vous venez de souligner. L'une des particularités de ce débat, c'est qu'une très large majorité de Français est favorable à l'euthanasie. Vous avez cité 92%, c'est un chiffre qui est en contradiction avec le débat politique, où là, évidemment, les avis sont beaucoup plus Mais parce que la complexité, contrastés. Justement, n'est pas forcément perçue. Alors, la question de la santé est vraiment au cœur de l'actualité. On le voit aussi avec l'affaire des déserts médicaux. Mais oui, beaucoup de une sur les propositions de Marisol Touraine pour lutter contre les déserts médicaux. Donc certains, comme Jacques Camus dans La République du Centre, se réjouissent que la ministre ait renoncé aux mesures coercitives pour obliger les médecins à s'installer là où il y a des manques. Mais d'autres, comme Daniel Ruiz dans La Montagne, fustigent la liberté d'installation. Peut-être faudrait-il rappeler aux jeunes diplômés qu'ils doivent cette liberté à l'inégalable sécurité sociale et qu'ils sont dans l'un des rares pays qui leur permet de faire leurs études presque gratuitement pendant 8 ou 10 ans. Alors le problème, c'est que visiblement tout le monde considère que les mesures de la ministre feront l'effet d'un emplâtre sur une jambe de bois. Dans Le Monde, Claire, interne de 25 ans, représentative de ces jeunes femmes, désormais majoritaires dans les études de médecine, le dit tout net: je n'irai pas exercer dans un endroit éloigné de tout, où l'État lui-même s'est déjà désengagé. Je sais que je vais beaucoup travailler, alors s'il n'y a pas de crèche, d'école, de supermarché, et voilà, tout est dit. La désertification, c'est d'abord celle de l'État, des services publics, mais aussi la désertification des petits commerces tués par la grande distribution, des emplois détruits par les délocalisations, et évidemment, les médecins suivent. À l'étranger, il est surtout question d'Égypte. Oui, vos journaux reviennent sur le dilemme de l'opposition à Mohamed Morsi, qui hésite pour savoir s'il faut voter non au projet de constitution ou s'abstenir, ou plutôt refuser le vote. Alors, c'est à lire dans Libération et dans Le Figaro. Mais moi, je vous conseille surtout l'éditorial de Marion Ruggieri dans Elle, sur l'excision, qui concerne 80% des femmes en Égypte et qui avait été interdite en 2008 à la suite du décès d'une fillette. Il serait question de la légaliser. Excision légalisée pour les petites, niqab obligatoire pour les grandes, écrit Marion Ruggieri, voilà le programme. Si le corps des femmes est un curseur de liberté, il ne faudrait pas que l'Égypte, ce grand pays, bascule dans l'hiver arabe, celui des filles sans clitoris et des femmes sans visage.
Le clin d'œil du jour. Oui, pour Noël, pour Noël, justement, on lutte contre les clichés sexistes. Alors, c'est à lire dans M, le magazine du Monde, et dans Elle aussi. Les catalogues de jouets cette année sont en croisade contre le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Vous avez forcément remarqué qu'il n'y en a que ça habituellement. Donc là, les magasins Super U nous présentent un petit garçon qui couche un poupon et puis une petite fille qui pilote une voiture radiocommandée. Allons bon. Et oui, je vous jure. Et puisque les garçons adorent les aspirateurs, on en trouve avec, je cite, code couleur neutre. Parce qu'avant, l'électroménager en plastique, c'était rose. Ok. Oui, et là, maintenant, du coup, comme ils sont orange, vert, surtout ni bleu ni rose, ils ont augmenté leur vente de 40%, les aspirateurs en plastique. Alors, c'est dommage que les garçons ne gardent pas cette bonne habitude en grandissant. Hein. Mais ne nous emballons pas. Laissez-les grandir, on ne sait jamais. Oui. Cette nouvelle génération. Vous-même d'ailleurs, Bruce. Mais oui, moi je suis vieux. Mais je disais ne nous emballons pas, parce que les jouets logiques et scientifiques ne montrent toujours pas de filles sur la boîte, sinon les garçons n'en veulent pas. Parce que les enfants sont les premiers à demander de la différenciation. Alors moi je sais pas comment sont les catalogues de jouets en Égypte, mais alors le code couleur des niqabs, lui, il n'est pas réjouissant. Merci Natacha Polony.